Ne bougez pas, les mains en l'air. Je suis juge fédéral, c'est chez moi. Vous avez un mandat? Oui, c'est ce qu'ils disent tous quand on les trouve quelque part où ils ont rien à faire. J'ai ma place ici, vous êtes sur ma propriété. Vous n'avez pas l'air d'avoir votre place dans ce quartier. Mettez-vous au sol avant que je vous y mette moi-même. Ne bougez pas, les mains en l'air. Je suis une juge fédérale. C'est chez moi. Vous avez un mandat? Oui, c'est ce qu'ils disent tous quand on les attrape quelque part où ils n'ont rien à faire. J'ai ma place ici. Vous êtes sur ma propriété. Vous n'avez pas l'air d'avoir votre place dans ce quartier. À genoux, tout de suite, avant que je vous y mette moi-même. À 6h42, un dimanche matin, à Coral Springs, en Floride, la rue était encore calme. Les arroseurs automatiques cliquetaient sur des pelouses parfaitement taillées. Quelques lumières de Porsche brillaient dans la grisaille de l'aube. La juge fédérale Nahen Ashford, 54 ans, se tenait à côté de sa voiture dans son allée, vêtue d'une robe blanche et de chaussures à talons bas, avec une Bible et son sac à main sur le siège passager, ses clés à la main. Elle partait pour le service religieux du matin, comme elle le faisait la plupart des dimanches, discrètement et seule. Puis 3 SUV noirs banalisés ont tourné brutalement dans sa rue, moteur assez bruyant pour briser le silence de tout le voisinage. Ils se sont engagés dans son allée en formation, les pneus crissant sur le bitume. 6 agents de l'ICE sont descendus, gilets tactiques sur le dos, armes de poing visibles, bottes lourdes sur le béton. L'agent principal, Brock Stanton, 43 ans, s'est avancé vers elle, une main posée sur son holster, l'autre pointée droit sur elle. Ne bougez pas. De rester exactement là. Ashford s'est figé, les clés toujours entre les doigts. Derrière Stanton, 5 agents se sont déployés autour de sa propriété comme si elle était la cible d'un raid. Personne n'a annoncé de mandat. Personne n'a exposé de cause probable. Personne n'a posé la moindre question avant de donner des ordres. Ce que Nahen Ashford ignorait encore, c'est que quelques minutes plus tôt, Stanton avait parlé dans sa radio et dit à la répartition qu'il approchait d'une résidence dont l'occupante ne correspond pas à l'adresse. Cette phrase, enregistrée par le dispatch, deviendrait la première pièce d'un dossier fédéral qui ruinerait des carrières, déclencherait des auditions au Congrès et se solderait par des millions de dollars de règlement. Mais à cet instant précis, tout ce que savait Nahen Ashford, c'est que 6 hommes armés l'avaient encerclé sur sa propre allée, et qu'aucun d'eux ne voyait une juge. Ils voyaient une femme française qui, à leurs yeux, n'avait pas sa place ici. Nahen Ashford n'était pas une femme que le système avait oubliée. C'était une femme que le système avait élevée parce qu'elle avait mérité chaque étape. Née à Liberty City, à Miami, l'un des quartiers les plus durs du sud de la Floride, elle avait été élevée par une mère célibataire qui enchaînait les doubles journées comme agente d'entretien dans un hôpital. Elle avait fréquenté des écoles publiques où la moitié des élèves n'obtenaient jamais leur diplôme. Elle est sortie première de sa promotion. Une bourse universitaire complète l'avait conduite à Howard University, où elle avait étudié la science politique et obtenu son diplôme avec les plus hautes distinctions. Puis ce fut Yale Law School, où elle était l'une des rares femmes françaises de sa promotion. Elle avait ensuite été clerc auprès d'un juge fédéral de la Cour d'appel du 11e circuit, avant de passer plus de 10 ans comme avocate en droit civique, puis d'être nommée à la United States District Court for the Southern District of Florida. Elle avait été confirmée avec un soutien bipartite 7 ans avant ce dimanche matin. Au banc, elle était réputée pour être juste mais inflexible. Elle appliquait le droit avec précision et imposait le même niveau d'exigence à toutes les parties, y compris aux agences fédérales. Dans plusieurs affaires d'immigration, elle avait statué contre l'ICE pour violation du droit à une procédure régulière, dossier bâclé et détentions illégales. Ses opinions étaient citées en appel. Son nom pesait au sein du Department of Justice. Elle vivait dans la même maison de Coral Springs depuis 9 ans. Ses voisins la connaissaient par son nom. Son facteur lui faisait signe chaque après-midi. Sa pelouse était entretenue, ses impôts payés, et sa vie bâtie avec discipline et intention. Rien de tout cela n'avait compté pour Brock Stanton. Il n'avait pas vérifié son identité. Il n'avait pas consulté l'acte de propriété. Il avait vu une femme française dans un quartier qui ne correspondait pas à ses préjugés, et cela lui avait suffi.
Brock Stanton travaillait à l'Immigration and Customs Enforcement depuis 17 ans, tous passés au bureau de Miami. Il avait construit sa carrière non pas sur la précision ou le professionnalisme, mais sur le volume. Beaucoup d'arrestations, des opérations rapides, un minimum de paperasse. Parmi ses collègues, on le surnommait un cow-boy, le genre d'agent qui agit d'abord et justifie après. Il dirigeait son unité comme une patrouille sans laisse, ciblant des quartiers à l'instinct plutôt qu'au renseignement, contrôlant des gens sur l'apparence plutôt que sur des éléments de preuve. Son dossier racontait une histoire que ses supérieurs avaient un peu choisi de ne pas lire. 11 plaintes officielles déposées par des personnes détenues ou des résidents au cours de la dernière décennie. Des accusations de profilage ethnique, d'abus verbaux lors de contrôles, de justifications inventées après coup dans les rapports pour couvrir des détentions sans fondement. Chacune de ces plaintes avait été examinée en interne puis classée. Pas sérieusement investiguée. Pas transmise à l'inspecteur général. Classée. Son supérieur, le directeur adjoint de terrain Vance Kellner, 51 ans, avait protégé Stanton pendant des années. Kellner aimait les résultats. Il aimait les agents qui n'hésitaient pas. Et Stanton livrait des chiffres qui donnaient au bureau une apparence d'efficacité, même si les méthodes derrière ces chiffres n'auraient jamais survécu à un véritable examen. Kellner signait les rapports de Stanton sans poser de questions, approuvait ses opérations sans supervision et le félicitait dans ses évaluations de performance, le qualifiant de « l'un de nos chefs de terrain les plus efficaces ». Parmi les avocats en immigration et les organisations de défense du sud de la Floride, l'unité de Stanton avait acquis une autre réputation. On les appelait « la meute de chasse », non pas à cause de ce qu'ils trouvaient, mais à cause de la façon dont ils opéraient. Circulant dans les codes postaux aisés, arrêtant des gens qui, à leurs yeux, avaient pas l'air déplacés, puis construisant des dossiers à rebours à partir d'hypothèses plutôt qu'à partir de faits. C'était cet homme qui se tenait maintenant dans l'allée de Nahen Ashford, la main sur son arme, la voix levée, donnant des ordres à une femme qu'il n'avait même pas pris la peine d'identifier. Les premiers mots de Stanton n'étaient pas une question. C'était un ordre. Éloignez-vous du véhicule. Mettez les mains là où je peux les voir. Ashford a posé lentement ses clés sur le toit de sa voiture, en gardant tous ses gestes visibles. Elle avait passé des décennies dans des tribunaux à regarder les droits des justiciables être piétinés exactement de cette manière. Elle savait ce qui était en train de se produire. « Je suis une juge fédérale », dit-elle d'une voix calme et posée. « C'est chez moi. J'aimerais voir un mandat. » Stanton n'a pas tendu la main vers des papiers. Il a ri. Un souffle bref, méprisant, par le nez, un que l'audio du dispatch confirmerait plus tard. Derrière elle, l'agent Luke Driscoll, 36 ans, 6 années à l'ICE, s'est placé entre Ashford et sa porte d'entrée. Il ne s'est pas identifié. Il n'a rien expliqué. Il s'est simplement tenu là, bras croisés, bloquant le chemin de retour d'une propriétaire vers sa propre maison. À sa gauche, l'agente Tara Nolan, 31 ans, tenait un dispositif d'enregistrement de service à hauteur de poitrine. La lumière rouge était allumée, mais l'angle était mauvais. Nolan gardait l'objectif légèrement incliné vers le bas, filmant les bottes et le béton plutôt que les visages et les mains. L'enquête fédérale prouverait plus tard qu'elle avait ajusté l'angle de la caméra à 3 reprises pendant l'incident, chaque fois à l'opposé du moment où la force était la plus visible. Ashford a demandé une deuxième fois. « Avez-vous un mandat ?» Stanton s'est rapproché. « Madame, les mandats ne sont pas votre problème pour l'instant. Ce que vous devez faire, c'est coopérer, ou ça va empirer pour vous. » Elle a demandé une 3e fois, plus lentement, plus fort, d'une voix assez stable pour être entendue de tout le voisinage. « Je vous le demande pour la 3e fois. Avez-vous un mandat pour être sur ma propriété ?» Stanton n'a rien répondu. De l'autre côté de la rue, une porte s'est ouverte. Le colonel Edwin O'Hay, 67 ans, retraité de l'United States Marine Corps, est sorti sur son porche en peignoir, une tasse de café dans une main, avec son téléphone dans l'autre. Il avait vu les SUV arriver. Il avait vu les agents se déployer. Et maintenant, il voyait sa voisine, une femme qu'il connaissait depuis presque 10 ans, debout dans sa propre allée, encerclée sans explication ni mandat.
Oei a levé son téléphone et a lancé l'enregistrement. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. La caméra était stable, le plan large, et elle captait tout ce que l'appareil de Nolan évitait avec soin. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Ashford gardait les mains visibles, la posture immobile. Sa voix était la seule chose qu'elle offrait. Elle avait obéi à chaque instruction. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait fait aucun pas vers les agents. Elle s'était identifiée clairement à 3 reprises. Rien de tout cela n'a compté. La patience de Stanton, le peu qu'il en avait apporté dans cette allée, avait disparu. Il a légèrement incliné la tête en direction de Driscoll, puis il a regardé Ashford. « Vous êtes évasive. À terre, maintenant. » La voix d'Ashford n'a pas tremblé. « Je suis juge fédéral en exercice à la United States District Court. C'est chez moi. Vous n'avez aucun mandat. Il s'agit d'une détention illégale. » Stanton a bougé avant même qu'elle allait terminer sa phrase. Sa main gauche a saisi brutalement son poignet droit. Il lui a tordu le bras derrière le dos dans un mouvement sec qui lui a arraché un souffle. Ses talons ont glissé sur le béton. Ses genoux ont touché l'allée en premier, puis son épaule, puis son front. Le bruit a été net et brutal, peau et os contre une surface rugueuse. La robe blanche qu'elle avait repassée pour l'église s'est déchirée au niveau du genou. Une ligne de sang est apparue au-dessus de son œil gauche, là où son arcade avait heurté le sol. Driscoll s'est jeté sur elle en quelques secondes, et plaquant son bras gauche contre le béton pendant que Stanton tirait le bras droit plus haut et lui passait les menottes au poignet. Nolan se tenait à moins de 2 mètres. Caméra de service toujours allumée, toujours orientée trop bas, toujours en train d'enregistrer tout sauf l'essentiel. Elle n'a pas parlé. Elle n'est pas intervenue. Elle n'a pas bougé. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Elijah, 14 ans, le petit-fils d'Ashford, se tenait dans l'embrasure, pieds nus, en pyjama. Il a vu sa grand-mère face contre terre sur le béton, du sang coulant le long de sa tempe, 2 hommes agenouillés sur son dos, sa robe d'église tachée et déchirée. Il a crié, pas des mots, juste un son, le genre de son qu'un enfant pousse quand le monde cesse d'avoir du sens. La tête de Stanton s'est tournée brusquement vers la porte. Il a pointé un doigt droit sur le garçon. « Rentre immédiatement ou tu es le prochain. » Elijah a reculé à l'intérieur. La porte est restée ouverte. Que de l'autre côté de la rue, chaque seconde était filmée. Le colonel Edwin Oey n'avait pas bougé de son Porsche. Son téléphone était stable, tenu au niveau des yeux. La caméra captait un plan large et dégagé de toute l'allée. Le son était clair. L'angle ne changeait pas. Il a enregistré les ordres de Stanton. Il a enregistré l'identification répétée et calme d'Ashford. Il a enregistré la saisie, la torsion, l'instant où son visage a frappé le béton. Il a enregistré Driscoll qui lui immobilisait le bras. Il a enregistré Nolan, immobile, sa caméra inclinée vers le sol pendant les secondes exactes où la force était exercée. Et il a enregistré le moment où Stanton a pointé du doigt un garçon de 14 ans en pyjama et l'a menacé de l'arrêter pour avoir simplement été dans l'embrasure de la porte de sa grand-mère. Les mains d'Oey ne tremblaient pas. 30 années dans le corps des Marines lui avaient ôté cela depuis longtemps. Derrière lui, à travers la porte moustiquaire, sa femme Grace était déjà au téléphone avec le 911. Des agents fédéraux sont en train d'agresser notre voisine, dit-elle d'une voix tendue mais nette. C'est une juge fédérale. Ils l'ont plaquée au sol, menottée. Elle saigne. Il y a un enfant dans la maison. Le répartiteur a marqué une pause. « Madame, vous venez bien de dire une juge fédérale ?» Grace l'a répété. « Oui, la juge Nan Ashford, Southern District of Florida. Elle habite en face. Ah, ils sont en train de lui faire du mal maintenant. » L'appel a été consigné à 6h51, 9 minutes après l'arrivée des SUV. Avant de raccrocher, Grace a donné l'adresse, le nombre d'agents et une description des véhicules. Puis Oey a passé un second appel. Celui-ci a un contact du chapitre de la NAACP du comté de Broward, un homme qu'il connaissait depuis 20 ans.
Il n'a pas haussé la voix. Il a prononcé 5 phrases. Ils viennent de plaquer la juge Ashford au sol dans son allée. Des agents de l'ICE, aucun mandat. J'ai la vidéo, appelle tout le monde. En quelques minutes, cet appel est devenu 2 appels, puis 5, puis 12. Au moment où Stanton est remonté dans son SUV, la chaîne avait déjà atteint Washington. Ils ne le savaient simplement pas encore. Ils l'ont laissé au sol pendant 28 minutes. 28 minutes sur le béton chaud de Floride, en robe blanche d'église, les poignets attachés derrière le dos, le sang séchant au-dessus de son œil gauche. À quoi le soleil commençait à monter. Le béton était déjà tiède et devenait de plus en plus brûlant. Ashford est restée immobile, non pas parce qu'elle avait renoncé, mais parce qu'elle comprenait que le moindre mouvement pourrait être utilisé contre elle. Alors elle a parlé. « Mes identifiants judiciaires sont dans mon sac. Il est sur le siège passager. Vous pouvez vérifier qui je suis tout de suite. » Stanton n'a pas vérifié. Il n'a envoyé personne regarder. Il n'a pas répondu. Et il se tenait quelques pas plus loin, les bras croisés, à attendre. Driscoll était accroupi près du SUV, en train de faire passer son nom dans les bases de données fédérales. Le processus était lent, non pas parce que les systèmes étaient lents, mais parce que personne, dans cette allée, n'était pressé d'admettre une erreur. Pendant qu'ils attendaient, Driscoll a lâché une phrase que le téléphone d'Oé a captée avec une netteté accablante. « Les juges n'habitent pas dans des endroits comme ça, pas des gens qui lui ressemblent. » Nolan n'a rien dit. Plus bas dans la rue, d'autres portes commençaient à s'ouvrir. Une femme en tenue médicale se tenait au bout de son allée. Un homme, 2 maisons plus loin, filmait sous un autre angle. À l'intérieur, Elijah était collé à la fenêtre du salon, les larmes coulant sur son visage, les 2 mains plaquées contre la vitre, regardant sa grand-mère saigner dans sa propre allée. Puis, à 7h10, un jeune agent resté dans l'un des SUV a saisi l'adresse de la propriété dans une base de données fédérale. Le résultat est apparu immédiatement. La maison appartenait à l'honorable Nahen R. Ashford, United States District Judge. Il l'a annoncé à Stanton par radio, à voix basse. Le visage de Stanton a changé. Pas de la culpabilité. Quelque chose de plus proche du calcul. Il est revenu vers elle, a déverrouillé les menottes et a relâché ses poignets sans un mot. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de rapport d'incident proposé. Ils sont repartis comme s'il s'était agi d'un dimanche matin comme un autre. Pendant un long moment, Ashford n'a pas bougé. Elle s'est assise sur son allée, les jambes repliées sous elle, une main plaquée sur la coupure au-dessus de l'œil, l'autre à plat sur le béton. Sa robe était déchirée. Ses paumes étaient à vif, que les menottes avaient laissé des marques rouges autour de ses poignets, qui deviendraient des ecchymoses plus tard dans la journée. Le sang avait séché le long de sa mâchoire. La Bible était toujours sur le siège passager. La portière de la voiture était toujours ouverte. Elle n'est jamais arrivée à l'église. Le colonel O'Hay a traversé la rue immédiatement. Sa femme Grace juste derrière lui, avec une serviette et de la glace prise dans leur congélateur. Grace s'est agenouillée et a pressé doucement la serviette contre la plaie. Les voisins se sont approchés lentement de l'allée. Quelqu'un a appelé les secours. Les mains d'Ashford tremblaient. Sa voix, non. Elle a regardé O'Hay et a dit « J'ai besoin de mon téléphone ». Il l'a récupéré dans la voiture. Elle a passé 4 appels en moins de 10 minutes. Le premier au Chief Judge Leonard Keene du Southern District of Florida. Elle lui a raconté ce qui s'était passé sur le même ton mesuré que celui qu'elle utilisait à l'audience. Il a répondu par une seule phrase. « J'appelle immédiatement l'Administrative Office ». Le deuxième au United States Marshal Service. Elle s'est identifiée, a donné son adresse et décrit l'incident. Un député marshal a été envoyé sur place sans délai. Le troisième a son avocat personnel. Le quatrième a été le plus difficile. Elle a appelé sa fille, Simone, et lui a dit ce qu'Elijah avait vu. À l'intérieur de la maison, Elijah était assis sur le sol du couloir, les bras serrés autour de ses genoux, toujours en larmes. Il n'avait pas bougé depuis que Stanton l'avait pointé du doigt en disant qu'il serait le prochain. Il avait 14 ans.
Moins de 45 minutes plus tard, un US Marshal est arrivé. Le Chief Judge avait déjà contacté l'administration des tribunaux. Le bureau de l'inspecteur général avait été alerté. La machine fédérale de protection du pouvoir judiciaire s'était mise en marche. Et elle avançait vite. Pendant ce temps, cet après-midi-là, au bureau de Miami, Stanton était assis à son bureau en train de rédiger son rapport. Le langage était soigneusement choisi. Son unité, écrivait-il, avait répondu à une information crédible concernant un individu potentiellement sans papier à une adresse résidentielle de Coral Springs, que le sujet s'était montré non coopératif et agressif lors du contact initial. Une force minimale avait été utilisée pour obtenir sa conformité. La situation avait été résolue lorsque l'identité du sujet avait été clarifiée sur place. Aucune blessure n'avait été signalée. Il a signé et transmis le rapport. Driscoll l'a contresigné sans changer un mot. Nolan a téléversé les images de sa caméra de service sur le serveur sécurisé. La vidéo montrait les SUV arrivant. Elle montrait les agents sortant des véhicules. Puis il y avait un saut. Les 28 minutes entre les deux étaient soit absentes, soit rendues inutiles par des angles montrant seulement le sol, des bottes, et rien d'autre. Pas de plaquage. Pas de menottes. Pas de sang au-dessus de l'œil. Personne ne voyait le garçon de 14 ans dans l'embrasure de la porte. Aucun doigt pointé vers son visage. Kellner a examiné le dossier ce soir-là. Il a lu le résumé, et parcouru les horodatages de la vidéo, puis a paraphé le rapport sans poser une seule question complémentaire. Pas de demande de séquence supplémentaire. Pas d'entretien avec la victime. Pas de vérification croisée de l'adresse. Juste une signature et un dossier fermé. Aucun d'entre eux ne savait que Hoey avait une vidéo. Aucun d'entre eux ne savait que Grace avait appelé le 911 à 6h51, en identifiant la femme au sol comme une juge fédérale. Et aucun d'entre eux ne savait que les US Marshals avaient déjà été contactés. Aucun d'entre eux ne savait qu'au moment même où Kellner apposait ses initiales sur ce rapport, le Chief Judge du Southern District of Florida avait déjà passé des appels qu'on ne pouvait plus annuler. Ils ont déposé leur version de l'histoire et sont rentrés chez eux en pensant que c'était terminé. Ce ne l'était pas. Dans les 48 heures, que la vidéo d'Hoey avait circulé bien plus loin qu'aucun d'eux ne l'aurait imaginé. Une copie se trouvait au United States Marshal Service, une autre au DOJ Office of Inspector General, une autre à l'Office of Professional Responsibility, une autre encore entre les mains d'un caucus parlementaire de défense des Français. Chaque copie contenait la même séquence ininterrompue, le même angle large, le même son clair, en les mêmes 28 minutes que le rapport de Stanton avait réduite à une seule phrase. Une image fixe a été extraite et jointe à un mémo interne du DOJ. On y voyait une femme française vêtue d'une robe blanche, face contre terre sur le béton, du sang visible sur le front, un agent fédéral à genoux près de son dos. Le mémo portait la mention « Urgent ». Le Chief Judge Leonard Keane n'a pas attendu que le système se mette en route de lui-même. Il a personnellement appelé le bureau de l'Attorney General. La conversation a été brève. Le secrétaire du DHS a été informé le jour même. Une phrase est apparue dans une communication interne, phrase qui serait plus tard citée lors d'une audition au Congrès. Ils ont arrêté l'une des nôtres. Cette phrase a changé la vitesse de tout. La direction de l'ICE à Washington s'est immédiatement engagée dans une opération de gestion de crise. En quelques heures, Stanton, Driscoll et Nolan étaient placés en congé administratif. Leurs badges étaient récupérés. Leur accès aux systèmes fédéraux suspendu. Kellner était retiré de ses fonctions de supervision sans annonce publique. Son évaluation de performance en cours était gelée. Aucun communiqué de presse n'a été publié. Aucune déclaration publique n'a été faite. Mais au sein du Department of Homeland Security, ce silence faisait plus de bruit que n'importe quel titre de journal, parce qu'ils avaient vu la vidéo. Ils avaient lu le rapport rédigé par Stanton, et ils savaient que ces deux choses racontèrent des histoires totalement différentes. Les enquêteurs du DOJ et de l'OIG sont arrivés au bureau de Miami en moins d'une semaine. Ils n'étaient même pas là pour poser des questions. Ils étaient là pour saisir des dossiers. Chaque opération menée par l'unité de Stanton au cours des 4 années précédentes a été extraite, cataloguée et examinée.
Le schéma était immédiat et accablant. Et parmi tous les contrôles classés comme fondés sur des informations crédibles, 84% visaient des résidents français et latinos vivant dans des quartiers aisés. Les informations elles-mêmes étaient souvent anonymes, non vérifiées, et dans plusieurs cas entièrement fabriquées par les agents pour justifier des tournées dans des codes postaux riches où vivaient des minorités. 12 incidents antérieurs reproduisaient presque exactement l'arrestation d'Ashford. Des résidents retenus dans leur propre allée ou devant leur maison, sommés de prouver qu'ils habitaient bien chez eux, interrogés sans mandat, retenus sans motif. Aucun de ces 12 individus n'a jamais été inculpé d'une infraction. Aucun de ces incidents n'avait donné lieu à des sanctions disciplinaires. Puis les enquêteurs ont comparé, image par image, la vidéo de la caméra de Nolan avec l'enregistrement d'Ohey. Les horodatages correspondaient. Les angles, non. À 3 moments distincts de l'intervention, Nolan avait orienté sa caméra à l'opposé de l'action. Chaque ajustement coïncidait précisément avec une montée de violence. La saisie, le plaquage, la menace contre Elijah. Les enquêteurs ont conclu que ces changements d'angle étaient délibérés et constituaient une altération de preuve. Mais la découverte la plus destructrice est venue des courriels internes. Une chaîne d'échanges entre Stanton et Kellner, couvrant 2 années, montrait Kellner conseillant les agents sur le langage à utiliser. Comment rédiger les rapports? Quels mots déclenchaient les alertes de l'OIG et lesquels non? Comment décrire l'usage de la force comme un positionnement assisté conforme? Comment classer des contrôles à caractère ethnique sous l'étiquette de protocole de sécurité communautaire? L'un des courriels de Kellner disait « Garde ça propre sur le papier, et personne n'y regardera à 2 fois. » Cette phrase serait lue à voix haute dans un tribunal fédéral moins d'1 an plus tard. Le caucus parlementaire de défense des Français a tenu une conférence de presse un mardi matin à Washington. Derrière le pupitre, un écran affichait une seule image fixe tirée de la vidéo d'Ohey. Une femme française en robe blanche, face contre terre sur le béton, du sang au front. 2 agents penchés au-dessus d'elle. L'image a été reprise sur tous les grands réseaux dans l'heure. Elle a été partagée des millions de fois avant la tombée de la nuit. Des auditions au Congrès ont été annoncées la même semaine. Ashford a été invitée à témoigner. Elle a refusé. À la place, elle a publié une déclaration écrite, lue au compte-rendu et reproduite intégralement par tous les grands médias. Je ne cherche pas l'attention. Je cherche à obtenir des comptes. Ce qui m'est arrivé arrive chaque jour à des Français, sauf que la plupart d'entre eux ne sont pas juges fédéraux et que la plupart d'entre eux n'ont pas un voisin avec une caméra. Cette déclaration a eu le poids d'une décision rendue du banc. Elle était précise, mesurée et ne laissait aucun espace à la réfutation. Des groupes de défense des droits ont déposé des demandes FOIA visant les opérations des bureaux de l'ICE dans tout le Sud-Est. Les tribunes se sont multipliées dans les pages opinion. Des analystes juridiques ont disséqué l'affaire sur les chaînes d'information. Des organisations de défense des droits civiques ont exigé une refonte complète des protocoles de supervision de l'ICE. Puis les appels ont commencé à arriver. D'anciens détenus ayant croisé l'unité de Stanton ont commencé à contacter des avocats. Des personnes qui avaient été contrôlées dans leur propre quartier, interrogées sans motif, s'y retenues sans explication, puis relâchées sans excuse. Des personnes qui avaient déposé des plaintes restées sans suite. Des personnes auxquelles le système avait dit que ce qu'elles avaient subi n'avait aucune importance. Désormais, ce schéma avait un nom. Désormais, il y avait une vidéo. Et pour la première fois, quelqu'un écoutait. Les conséquences sont tombées rapidement. L'agent Brock Stanton a été révoqué pour usage excessif de la force, falsification de rapports fédéraux, violation des droits civiques et conduite incompatible avec les fonctions d'un agent fédéral. Sa carrière de 17 ans s'est terminée par une seule lettre et un renvoi devant le Department of Justice en vue de poursuites pénales. Son badge a été récupéré. Ses habilitations ont été révoquées. Son nom a été signalé dans toutes les bases d'emploi fédérales. L'agent Luke Driscoll a été révoqué pour usage excessif de la force et co-signature d'un rapport falsifié et propos discriminatoires captés sur la vidéo d'Ohey. Les juges n'habitent pas dans des endroits comme ça, pas des gens qui lui ressemblent. Cette phrase l'a suivi jusqu'à la sortie,
puis jusque dans un renvoi fédéral à son encontre. L'agente Tara Nolan a été révoquée pour altération de preuves, omission d'intervenir lors d'un usage illégal de la force et dépôt d'un enregistrement vidéo trompeur. La comparaison image par image entre ces images et celle d'Ohei ne laissait aucune place au mot accidentel. Elle avait regardé une juge fédérale saigner dans sa propre allée tout en pointant sa caméra vers le sol. Le directeur adjoint Vance Kellner n'a pas attendu d'être licencié. On lui a laissé un choix et il a pris la démission. Mais ce choix est venu avec des conséquences. Perte de pension, perte des avantages fédéraux de retraite et renvoi formel pour enquête sur des années de négligence de supervision, d'entrave et de coaching d'agents pour falsifier le langage dans des rapports officiels. Garde sa propre sur le papier et personne n'y regardera à 2 fois. Ce seul courriel aurait suffi à le détruire. 6 autres agents de l'unité de Stanton ont été placés sous enquête active. 3 ont été suspendus en attente d'examen. Le bureau de Miami a été placé sous consent décret fédéral et imposant une supervision indépendante de toutes les opérations de terrain, un examen en temps réel des usages de la force et un audit civil des dossiers de plainte contre les agents. La meute de chasse était terminée. La juge Ashford a déposé sa plainte dans le même tribunal fédéral où elle siégeait. L'action visait l'ICE, le Department of Homeland Security, Stanton, Driscoll, Nolan et Kellner, à titre individuel et dans leurs fonctions officielles. Les griefs étaient précis: arrestation illégale, usage excessif de la force, violation du 4e amendement, profilage ethnique, voie de fait, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, ainsi qu'une demande distincte déposée au nom de son petit-fils Elijah pour le traumatisme psychologique subi par un mineur ayant vu sa grand-mère projetée au sol et menacée d'arrestation dans sa propre maison. Le gouvernement a tenté un règlement discret. Une première offre est arrivée en quelques semaines. Ashford l'a rejetée. Une deuxième a suivi. Elle l'a rejetée elle aussi. Son avocat a énoncé clairement sa position. Il ne s'agit pas d'un chiffre, il s'agit d'un dossier. L'affaire s'est réglée pour 4,7 millions de dollars. Mais ce n'est pas l'argent qui a rendu l'accord historique. En annexe du règlement figuraient des réformes nationales obligatoires pour les opérations de terrain de l'ICE. Examen indépendant de tous les contrôles sans mandat, protocole d'enregistrement obligatoire avec bodycams inviolables, base de données publiques recensant l'historique des plaintes contre les agents, et formation obligatoire sur les droits constitutionnels, les biais ethniques et les seuils d'usage de la force dans tous les bureaux nationaux. Parallèlement, les dossiers pénaux ont suivi leur cours. Stanton et Driscoll ont été inculpés au niveau fédéral pour violation des droits civiques. Nolan a plaidé coupable d'altération de preuves et a été condamné à 14 mois de détention fédérale. Driscoll a été reconnu coupable et condamné à 3 ans. Stanton est allé au procès. Il a soutenu avoir agi sur la base d'une information crédible et conformément au protocole. Le jury a regardé la vidéo d'Ohei, a lu le rapport de Stanton et a délibéré moins de 4 heures. Coupable. 5 ans de prison fédérale. Le marteau du juge réglant une dette que son badge n'aurait jamais pu payer. 6 mois plus tard, la juge Naen Ashford est entrée dans sa salle d'audience au Southern District of Florida. La galerie était pleine. Lorsqu'elle est apparue par la porte latérale dans sa robe noire, toutes les personnes présentes se sont levées, non pas parce que l'huissier l'avait ordonné, mais parce qu'elle l'avait choisi. Car les applaudissements ont duré près d'1 minute. Ashford n'a rien dit à ce sujet. Elle s'est assise, a ajusté ses lunettes et a appelé l'audience à l'ordre. Le rôle a suivi son cours. Elle n'a pas mentionné l'allée. Elle n'a pas mentionné le sang, les menottes, les 28 minutes. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde dans cette salle connaissait déjà l'histoire. Le colonel Edwin Ohei a été honoré par la NAACP lors de son gala annuel pour son rôle dans la documentation de l'arrestation. Il a accepté la distinction dans un costume sombre, debout bien droit, comme le reste un homme après 30 ans dans le corps des Marines. Il a gardé ses remerciements courts. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement pris mon téléphone. C'est tout ce qu'il faut. Elijah a commencé à voir un thérapeute 2 fois par semaine.
Les cauchemars venaient de moins souvent désormais. Avec l'encouragement de sa grand-mère, il a commencé un projet scolaire sur les droits civiques et la responsabilité des autorités. Il l'a présenté à sa classe de 4e avec une assurance qui a surpris ses enseignants. À Washington, l'affaire Ashford est devenue un support de formation obligatoire pour chaque nouvel agent de terrain du DHS. Une citation tirée de sa déclaration écrite a été encadrée dans 3 tribunaux fédéraux à travers le pays. La loi ne demande pas à quoi vous ressemblez. Elle demande ce que vous avez fait. Puis, un dimanche matin calme, à Coral Springs, Ashford est monté dans son allée. Elle a posé sa Bible sur le siège passager, a démarré le moteur et a pris la route vers l'église. Aucun SUV dans la rue. Aucun agent sur sa propriété. Aucun ordre. Aucune main. Aucun genou. Juste une femme chez elle. Dans son propre temps, tranquille, intacte et enfin laissée en paix. Si cette histoire vous a touché, ne la regardez pas en silence. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ce qui se passe quand le pouvoir, le racisme et l'obligation de rendre des comptes entrent en collision. Cette affaire était bouleversante, mais celle qui apparaît à droite se termine d'une manière que personne n'attend.